Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour cet épisode spécial adrénaline, sport et business. Mon invité aujourd'hui est un entrepreneur businessman 6 fois champion du monde de kickboxing. J'ai nommé Cyril Benzaken. Bonjour à toi. Salut Arthur, Comment vas-tu? ça va très bien, merci. Comme tu le sais, moi j'aime aborder du coup le processus avant d'aborder justement le présent. Et j'ai envie de démarrer rapidement. Dis-moi un petit peu qui était le jeune Cyril, du coup dans sa période un peu jeunesse, etc. Écoute, très jeune, on va dire, dans la préadolescence, j'étais un jeune garçon qui aimait faire le guignol et qui aimait s'amuser, quoi. Tu vois, j'étais vraiment quelqu'un pas très sérieux à l'école, qui était vraiment là pour la rigolade, quoi, tu vois. Hmm. Et en grandissant, en découvrant la boxe, donc en étant à l'âge ado, ça m'a structuré et ça m'a donné le goût du sport et du dépassement de soi. Ok. Et tu as découvert un peu le sport très tôt ou plutôt tardivement? Parce qu'on sait que des fois, il y en a à 5-6 ans, ils sont déjà en train d'être sur un sport bien précis parce que papa ou maman les a un peu guidés vers un sport. Alors, mes parents m'ont inculqué enfin, m'ont fait participer à différentes activités sportives durant ma jeunesse. Et le fait que ça soit vraiment de ma volonté de faire du sport, ça a dû démarrer vers l'âge de 11 12 ans, Ok. quand je voulais un peu me rendre sportif, quoi. Ok, parce qu'en plus, j'ai lu en préparant l'entretien que tu disais que tu étais obèse à 12 ans, Alors, à 12 ans, je sais plus, mais en tout cas, jeune jusqu'à 10 ans en facile, surpoids. j'étais en surpoids, Ouais. limite, peut-être pas obèse, mais j'étais vraiment bien portant. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu démarrer la boxe? C'était dans un but de quoi? De se raffermir, de maigrir, de se muscler Alors, quand j'ai démarré la boxe, j'étais déjà. En fait, si tu veux, j'ai commencé le sport un peu avant de démarrer la boxe. Et avec la croissance, j'étais fin Ok, quand j'ai commencé la boxe. Mais la boxe, je l'ai commencé dans l'envie de faire un sport de combat, d'avoir confiance en moi, de découvrir vraiment une activité de sport de contact. ok. Est-ce que tu as eu, en tout cas dans ta jeunesse, est-ce que tu as eu un modèle, une figure, tu vois, quand tu as démarré ce sport? Est-ce que tu t'es pas dit, j'ai envie d'être comme ce boxeur, ou il n'y a pas eu un Alors, événement précis là qui t'a fait il y a eu deux switcher? choses. Il y a eu la personne qui m'a enseigné la boxe, qui est un immense champion qui s'appelle Aurélien Duhart, qui lui aussi était un peu une figure particulière de ce sport parce que il était à la fois champion de boxe et il avait été mannequin parce qu'il était grand, etc. Ouais, Donc sûrement j'ai eu envie de faire des choses un peu comme lui. Et mais vraiment la figure qui m'a vraiment inspiré en tant que champion de boxe, c'était un personnage fictif, c'était Rocky. et quand tu regardes du coup ce film, qu'est-ce qui te plaisait chez Rocky? Parce que c'est vrai que c'est une personnalité Bah, ce qui me assez plaisait, spéciale. Ouais. c'était le dépassement de soi, le fait que c'était difficile et du coup, ça me poussait à me dépasser, à me défoncer. Ok. Et quand tu arrives, du coup, là, tu démarres la boxe. Toi, en parallèle, les études, tu y allais, mais enfin, tu disais là, il y a 5 minutes que c'était pas non plus la priorité. C'était quoi la trajectoire là, scolaire pour switcher un petit peu après Bah, sur la écoute, carrière? en fait, quand je commence la boxe, les, les- donc je suis en troisième et après je rentre au lycée. Et si tu veux, à cette période-là, j'ai du mal à accorder de l'importance à mes études. C'est un peu dur à l'école parce que je m'entraîne beaucoup et c'est pas ma priorité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je redouble au lycée et en première. Et en fait, en redoublant, et bah, si tu veux, je me rends compte que en boxe, tu vois, je suis en train de me visualiser devenir champion du monde. Je rêve d'excellence. Et du coup, je me dis, ouais, je peux pas être sur des tableaux différents dans ma vie. Donc, il faut que maintenant, j'arrive à devenir, non pas le premier de la classe, mais il faut que j'arrive à obtenir les diplômes que je veux obtenir et faire des bonnes choses, même d'un point de vue académique. Et tout de suite, tu sens que tu as le potentiel pour épouser une carrière professionnelle, ou à quel âge tu te dis, ah tiens, je peux en faire un métier. En fait, je me pose même pas la question, si tu veux. Je ressens que c'est ce que j'ai envie de faire Hmm. et je me dis je vais le faire. Mais je me dis pas est-ce que j'ai le potentiel, est-ce que j'ai le niveau. C'est vraiment je vais le faire. Ok, tu t'entraînes et tu combats, et petit à petit, tu C'est vois ça. qu'il y a les victoires qui s'enchaînent.
Et, Et même avant de voir les victoires, je savais. C'est-à-dire que, en fait, je pourrais même pas t'expliquer parce que je me trouvais pas spécialement bon. C'était pas que je savais que j'allais y arriver parce que c'était quelque chose de si profond et de si. Comme un petit feu, tu vois, au fond de moi qui me disait vas-y, c'est ça que tu as envie de faire de ta vie. toi, tu commences tout de suite sur le kickboxing, sachant que Rocky, du coup, c'est de la boxe anglaise. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec les sports de combat, c'est quoi la différence entre la boxe anglaise, le kickboxing, le MMA, qui est à la cote en Bien ce sûr, ouais. moment? Alors en fait, tu as la boxe anglaise qui est la boxe traditionnelle. Donc c'est une boxe dans laquelle on ne se sert que des poings. Donc on est dans un ring et on boxe uniquement avec les poings. Et les combats se font généralement, enfin les championnats du monde se font en 12 rounds de Ok, 3 minutes. Et tu as le kickboxing, enfin alors après tu as plein d'autres variétés de boxe pied-point, mais en tout cas tu as le kickboxing tel que je le pratique, qui est donc dans un ring comme en boxe anglaise, où on a le droit des points avec les mêmes gants qu'en boxe anglaise, et en plus de ça on frappe avec les jambes, avec les tibias et avec les genoux. ok, Voilà. Et après le MMA, donc, qui est en fait une autre branche de sport de combat encore plus hybride, où tu es dans une cage et où tu as le droit aux frappes avec les poings, les jambes, les genoux, certaines organisations les coudes, et en plus de ça, il y a le combat au sol, donc où ils peuvent faire des prises et faire en sorte de soumettre l'adversaire avec une prise. et toi, du coup, ça t'a attiré, enfin, toi, le kickboxing, qu'est-ce qui a fait que tu choisisses ça et pas la boxe anglaise, par exemple, comme Rocky Balboa que tu as cité plus tôt? Alors, bah, en fait, tout simplement, le fait d'avoir commencé par ça, ça m'a donné envie de faire ça. Et parallèlement, j'ai fait un peu de boxe anglaise. J'ai même fait trois combats pro en anglaise. Mais si tu veux, je me suis rendu compte que c'était quand même le kick, mon sport dans lequel j'étais le plus à l'aise. Tu démarres dans quel club? Qu'on puisse saluer aussi un petit peu ceux qui t'ont, Bien sûr. je dirais, façonné, poli. Bah, c'est la personne dont je te parlais tout à l'heure, c'est Aurélien Duhart, donc Ouais. ce champion qui enseignait à Châtillon, un club près de chez moi, et qui a fait aussi, peut-être que c'est pour ça que j'ai fait du kick, parce qu'il était connu et il y avait ce club et je me suis retrouvé là-bas. Et toi, tu as grandi à Clamart. C'est ça, à Ouais. Clamart, pas très loin de Châtillon, du coup, dans le 92. Toi, pour commencer à aborder un petit peu la carrière de boxe, hein, t'es amateur jusqu'à quel âge? À quel âge tu combats, entre guillemets, sans but professionnel, même si tu nous as dit plus tôt que ça s'est fait au fil de l'eau et que... Bien sûr, alors en fait, en combattant en amateur, je savais que j'allais combattre de manière professionnelle, puisque je voulais devenir champion du monde. Donc pour moi, ça allait de soi que j'allais passer pro rapidement. Mm. Après, le mot pro est un leurre parce que dans mon sport, en fait, on va dire tu as le niveau pro parce que c'est comme un niveau, mais ça veut pas dire que tu es professionnel du sport au sens tu es en vie. Tu vois, Mm. il y a énormément d'athlètes qui sont des athlètes pro, mais qui ne vivent pas de leur sport parce que les primes de combat sont trop basses, c'est parce qu'il n'y en a pas suffisamment, etc. Donc la dénomination pro, elle est un peu particulière, c'est plus en termes de niveau. Si tu parles en termes de quand est-ce que j'ai commencé à en vivre pleinement, bah, c'est quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à me dire c'est ça que je vais faire à 100%. Et grâce à tous les à côté, le sponsoring, etc., j'ai pu en vivre à 100%. Ouais, parce que justement, on va y venir sur les études. J'ai vu que tu as un parcours plutôt classique jusqu'au bac. Et dès que tu amorces, du coup, les études supérieures, là, tu croises la route d'une école bien connue où tu vas faire carrière et tu vas même bosser après à leur côté. Euh, Paris-Dauphine. Comment ça s'est construit, du coup, la fin de ton parcours scolaire, en tout cas, sur cette branche-là? En fait, je rêvais d'excellence au niveau de mon parcours sportif. Hmm. Et je me suis dit, bah, il faut que l'excellence soit aussi en dehors. Et c'est comme ça que j'ai voulu aller à Dauphine, parce que je voulais faire du marketing, etc. Et donc, je suis rentré à Dauphine, donc dans une filière un peu particulière qui se prêtait bien à mon profil, puisqu'ils avaient créé une licence en un an pour les gens qui ont un niveau de bac plus 2, Ouais. qu'ils appelaient ça de sportif de haut niveau. Et donc, on avait un emploi du temps très aménagé. C'était vraiment la détente, les vacances. Hmm.
Donc là, j'ai validé mon année facile. Et après, je voulais poursuivre à Dauphine, parce que maintenant que j'avais un pied dedans, je me suis dit maintenant, je bouge pas. Et en fait, on s'est tous fait recaler toute la promo parce que ils considéraient qu'on n'avait pas le niveau suffisant pour intégrer les masters. Et c'est alors que je me suis dit, bah écoute, je vais prendre rendez-vous avec la directrice de toutes les licences pour lui proposer de me faire redoubler, mais dans le parcours classique, donc là où il n'y a plus d'emploi du temps ménager avec les étudiants classiques, quoi, Hmm. pour intégrer plus tard les masters si je valide mon année. Et donc c'est ce que j'ai fait en licence de gestion, puis master marketing, et enfin j'ai fait un master en entrepreneuriat. Et master entrepreneuriat, du coup, tu l'as à quel âge? Pour qu'on Je se situe un l'ai, petit peu. je l'ai à 25 ans. Ok. Donc 25 ans. Pourquoi d'ailleurs le marketing et l'entrepreneuriat? Tout de suite, tu nous évoquais le fait que bah, pour en vivre, ça pouvait être. C'était pas simple. En tout cas sur le style, le type de boxe te concernant. Est-ce que c'est un hasard que tu fasses du marketing et de l'entrepreneuriat en parallèle de tes études ou tout de suite tu as voulu découvrir un petit peu les coulisses aussi du business et pouvoir anticiper un petit peu Alors, c'est pas un hasard. En fait, j'ai choisi le marketing au début parce que j'étais conscient qu'il fallait que j'apprenne comment vendre, comment mettre en valeur mon parcours, un sport qui n'était pas forcément très démocratisé. Et Hmm. donc, je me suis dit, voilà, le marketing s'y prête bien. Et une fois que j'ai fait cette première année en marketing, j'avais pas envie de me spécialiser encore plus en marketing parce que je voyais pas l'intérêt par rapport à ce que j'avais en tête. Et comme je me suis rendu compte et j'ai réalisé que je travaillerais pas pour quelqu'un, ben, je me suis dit assez naturellement, ben, je vais travailler pour moi. Dans tous les cas, je vais entreprendre. Donc, je vais faire un master entrepreneuriat pour voir, rencontrer des profils de gens qui ont fait leur parcours. et parce que c'est vrai que quand on pense carrière on pense carrière très courte. Notamment dans la boxe où on n'est pas forcément pro à 18 ans ou 19 ans comme c'est le cas dans le football hein, notamment. Un des sports, enfin le sport où justement on devient professionnel assez tôt. Carrière courte, c'est à peu près combien de temps une carrière pro dans la boxe en général, hein, si tu devais faire une moyenne entre tout. Je dirais, c'est pas si court que ça parce qu'en fait, la durée de vie est quand même, elle est longue, mais tu as raison, elle démarre souvent un peu tard. Je dirais que c'est entre 10 et 15 ans, tu vois, quelque chose Ok. comme ça. Et 15 ans, c'est plus la moyenne qui prend soin de son corps très tôt, qui Ouais, c'est arrive ça, à. exactement. Ok. Euh, Toi aujourd'hui, tu as 34 ans. Euh, Comment tu. Enfin, avec la boxe, tu es champion du monde à partir de quel âge? À partir de 26 ans. Ok, donc pile poil, enfin, période où tu valides un peu tes diplômes, et c'est là, à ce moment-là, où tu es à 100% dedans, et parce que forcément, si tu me dis que la licence, c'était pour les sportifs, du coup, bah, horaire aménagé, Ouais. etc., hein, comme tu l'as dit, un peu tranquille, un peu sport-études. Est-ce que tu as senti vraiment un gap, toi, au moment où tu as été diplômé, et la suite logique derrière avec le nouveau statut de champion du monde ou... Non, en fait, il y a pas eu de différence parce que je me suis structuré donc en tant qu'homme avec ce double parcours où j'ai étudié et j'ai à l'entraînement. Hmm. Donc je me suis habitué à faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, en fait, ça a été assez naturel pour moi d'entreprendre et de boxer. Ouais. Tu vois, d'avoir différents projets au cours de mes journées. Ce que je me souviens, c'est que par exemple, quand je partais en camp de préparation, par exemple en Thaïlande ou quoi, Hmm. bah, c'est vrai que je m'emmerdais vite parce que le fait de faire que de l'entraînement ne me suffisait pas. Ouais. Et tu avais besoin du coup de l'aspect un peu Intellectuel, peut-être scolaire, d'autres choses. apprentissage, Ouais, ouais, ouais. stimulation intellectuelle. Quand toi, tu arrives à boxer, à devenir champion du monde, est-ce que c'est via des promoteurs? Est-ce que c'est via ton équipe à toi? Comment ça s'est passé, tu vois, pour amorcer du coup, sachant que derrière, toi, tu as quand même été 6 fois champion du monde au total. Donc, je pense que c'est pas un hasard aussi. Mais est-ce que l'entrepreneuriat t'a permis d'apporter ta pierre à l'édifice dans le business de la boxe Bien sûr. Ouais, d'un point de ouais. vue personnel aussi, hein, parce que je sais que j'ai vu aussi dans un article où tu évoquais Mayweather, sa capacité à se promouvoir solo, à organiser solo, à investir solo sur lui-même. Est-ce que tout de suite, toi, c'est quelque chose qui t'a interpellé et que tu as voulu copier? Exactement. Ouais. Exactement. C'est vraiment en voyant ces équipes d'athlètes comme ça, comme Mayweather ou Mormec en France, qui le Mm. faisaient bien, qui ont fait de l'autopromotion et où je me suis dit,
Ils ont raison parce que moi je me rendais compte, tu vois, quand je boxais pour d'autres promoteurs, du montant que je leur amenais par exemple en place ou en choses comme ça. Ouais. Et je me disais, Tain, c'est dommage parce que je pourrais peut-être le faire pour moi et même calibrer un événement tel que je l'ai en tête, tu vois, le rendre plus beau sur certains aspects. Enfin, vraiment le faire à ma sauce et designer un peu la boxe telle que je la voyais dans ma chambre quand je rêvais de devenir champion. Et du coup, c'est ça qui m'a poussé à entreprendre. Ouais, parce que ça veut dire que le promoteur, c'est lui qui gère, enfin, comment dire, jusque dans la mise en scène, etc. C'est lui qui décide de tout. Et le boxeur, finalement, il est là juste pour boxer et Exactement. gagner son combat. Bien sûr, c'est ça. Et toi, à quel moment, du coup, t'amorces sur justement, ce côté un peu entrepreneurial dans la boxe pour La devenir. dernière année d'études. Donc, ça veut dire quand tu es devenu champion du monde, tu avais déjà amorcé de Ouais. cette façon-là. Ah, génial. Comment tu as pu, du coup, switcher pour que ça parle peut-être aussi à d'autres boxeurs, hein, parce que je sais que tu es pas mal suivi, je pense, par le monde de la boxe hein, également. Comment tu as réussi à passer de l'autre côté? Est-ce que pour toi, le réseau, il a été important? Bah, évidemment que le réseau il a été important, il s'est construit au fur et à mesure des années. Et au début, par exemple, quand j'étais à Dauphine, je me dis bah, le réseau Dauphine, finalement, c'est un réseau que j'ai pas du tout bénéficié pendant 10 ans, qui a commencé à arriver très tardivement, tu vois. C'est dû à quoi, tu penses? Je sais pas. T'as pas plus Ouais, calculé non. que ça Ouais, j'ai peut-être pas plus calculé que ça à ce moment-là. Peut-être que on va dire les alumni, c'est-à-dire les anciens de Dauphine qui ont fait des belles carrières, ils ont attendu que moi je fasse peut-être des résultats, d'avoir une plus grande aura pour me valider, j'en sais rien, et me mettre à leur côté. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, je suis dans ces réseaux et c'est vrai que le métier que j'ai développé finalement et que je me rends compte parallèlement au sport, ça a été un peu de relations publiques et de réseauter, tu vois, avec différentes populations, différents univers qui m'ont permis d'animer différents projets. Et en termes de projet, du coup, toi, t'es revenu un petit peu à Clamart, là où tout a commencé, enfin Châtillon. Est-ce que tu as monté des projets, du coup, dans ta ville où tu as pu grandir, etc. Non, le premier projet que j'ai monté, c'était dans ma fac, où on a organisé un combat dans le grand amphithéâtre de Dauphine et où c'était un succès, tu vois. Je me rappelle, donc c'était mon stage de fin d'études, Hmm. et c'était un stage d'étudiant auto-entrepreneur, et où je me suis rendu compte que bah, j'avais passé 6 mois à bosser sur un projet qui me plaisait, qui était ma passion. Hmm. J'ai fait mon combat. Et après, quand je regardais combien gagnaient les autres étudiants en stage, je voyais que j'avais mieux gagné ma vie qu'eux. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, c'est ça que je veux faire, quoi. Et du coup, ouais, c'est là où après tout s'enchaîne et Après, que. voilà, j'ai monté ma boîte, je fais des événements de plus en plus gros, et voilà. Et t'organises du coup des événements aussi pour d'autres boxeurs? Bah, alors, il y a d'autres boxeurs. En revanche, le talon d'Achille de l'organisation que j'ai créée, c'est qu'elle est pour l'instant basée sur moi. Et tu vois, par exemple, j'ai eu une blessure l'année dernière qui m'a contraint d'annuler un événement. Ok. J'ai voulu le maintenir sans être sur la carte. Et en fait, on n'a pas réussi parce que les partenaires, les droits télé, etc., ils changeaient. Et du coup, c'est pas que ça s'est effondré, mais c'était pas possible. Donc, en tout cas, ce métier-là, pour l'instant, je le fais parce qu'il est basé sur mon image et c'est moi qui la gère, etc. Il n'est pas prêt de se faire sans moi. Ok, oui, c'est ultra dépendant. Voilà, comme Voilà. tu l'as dit, blessé, pas là, Mm, ou dans les tribunes, dans les gradins. Forcément, derrière, il n'y a plus de. c'est ça. Enfin, il y a plus d'intérêt, en tout cas pour les sponsors, etc. Exactement. Euh, j'ai vu un petit peu sur ton profil, via les différentes interviews que tu as pu donner, que bah, tu étais boxeur, entrepreneur, businessman, hein, mais aussi du coup modèle. Ressemblait du coup, pas forcément Rocky pour tout ce qui est modélisme, mais du coup ton premier entraîneur. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que très jeune, enfin très jeune, en commençant la boxe, quoi, où ça faisait peut-être 2 3 ans que je combattais, Hmm, j'ai une amie d'enfance qui faisait de la danse qui me dit, voilà, moi j'ai un book on a des propositions grâce à ce book, parce qu'on a des images, tu devrais le faire parce que la boxe c'est graphique.
Bon, et moi je me dis, bon, t'as raison, pourquoi pas, c'est une nouvelle. Quand on fait des propositions, généralement je dis, moi je suis un yes man, tu vois, je dis, ok, allez. Et donc, Banco, je crée mon book. Je me rappelle le premier shooting, j'étais parano, j'avais rendez-vous avec le photographe, je me suis dit, ça se trouve, il va me droguer, tu sais, je connaissais pas, c'était vraiment un truc tout nouveau. Et donc, je donne de ma personne et de mon temps gratuit, tu vois, je fais des photos qui m'apportent rien, mais bon, juste pour avoir de la matière. Donc, Hmm. comme dans chaque chose, de toute façon, c'est en semant qu'on récolte. Et donc, je fais ces différents shootings et de fil en aiguille, en ayant une banque photo un peu plus importante, je commence à être contacté pour faire une petite campagne. La première pub que je fais, c'était pour la marque eBay, tu vois, je me souviens. Hmm. Et je vois les montants, c'était incroyable. Et en plus, j'ai pris du plaisir, j'aimais ça, tu vois, j'aimais ce côté un peu image. Et du coup, bah, de fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus. Et on va dire, j'ai compris après, enfin, au travers des rencontres avec les journalistes, que en fait, c'était un point de ma personnalité que j'aimais, mais qu'il fallait pas délaisser parce que c'était aussi vendeur et que ça prenait en contre-pied de l'image que l'on avait du sportif et notamment du boxeur. Ouais, du boxeur qui est là juste pour boxer C'est ça. et le promoteur s'occupe de tout, en tout cas le manager. Toi, tu as voulu un peu avoir cette. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça vision 360. C'est ça, exactement. Donc, Ce qu'aujourd'hui ont presque tous les jeunes parce qu'il y a les réseaux sociaux. Tu ouais. vois, il y a Instagram qui n'y avait pas à l'époque. Donc Toi, à c'était l'époque, assez. du coup, on parle de quelle année? Parce que pour que ça nous parle tout de suite. Bah, Là, tu as on parlé parle de d'eBay quelle année je sais pas, c'était, il y a je 10 ans. dirais, ah ouais, facile. Non, non, plus de 10 ans. Non, 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 plus de 10 ans, Ah oui, ça donc ouais, devait les être. réseaux sociaux Non, nés non, en total, Facebook, quoi. quoi. Ouais, ouais. Non, ça devait être vraiment, pour te donner une idée, 2000 ouais, c'était en, je sais pas, 2009, 2010. Ok. Ouais, donc, 2010, 2010, ah, ça a commencé en 2010, les premiers projets comme ça. ouais, donc un bail, quoi. Ouais. Un bail, un bail. Là, pour arriver un petit peu sur la boxe, sur l'aspect un petit peu mindset aussi, hein, parce que ça nous intéresse, euh, qu'est-ce que tu mets en place dans la préparation, que tu mets en place dans ta vie de tous les jours? Que ce soit en termes de routine, Bah, façon de manger, je sais pas, hein. écoute, bah déjà, en fait, je me rends compte que, par exemple, tu vois, as soulevé un bon point, que pour être efficace dans l'entraînement, il faut mettre du bon carburant, donc il faut bien manger, c'est-à-dire que bon, j'ai mon hygiène alimentaire où c'est pas trop riche, on va dire, Hmm. et dans mon travail, même si par exemple je suis dans une phase où je vais moins m'entraîner parce que je suis plus focus sur des projets, bah, je vais mettre cette alimentation de la même manière comme si je vais avoir une conférence, par exemple, je vais manger un peu comme si j'avais un combat. Je vais pas arriver et manger énormément, sinon je vais arriver sur scène, je vais être un peu fatigué ou quoi. Donc vraiment, en fait, c'est des routines que je garde et qu'en fait, qui sont devenues, tu vois, un peu une habitude, quoi. Et c'est quelle, si tu devais me résumer un petit peu la journée type de Cyril Benzaken une semaine avant un combat? Ah, alors, une semaine avant un Ou un combat, championnat du monde, comme ça parlera, en termes d'exigence, ça parlera à tout le alors monde. une semaine avant un combat, j'essaye d'être relativement et uniquement focalisé sur le combat. Donc ça va ressembler à un réveil le matin où je vais pas trop regarder mon téléphone au réveil. Je vais essayer de garder un peu de penser au combat, d'être dans mes pensées pendant une petite demi-heure. Si je peux, je fais un peu de méditation. Après, je vais allumer mon téléphone. Après, je vais aller à l'entraînement. Et après l'après-midi, je vais visualiser un peu comment je veux faire mon combat, ou je vais avoir différentes séances d'entraînement, mais peut-être d'entraînement mental, tu vois, ça peut être des différentes sessions. Et le soir, j'ai un autre entraînement. Ok, donc full entraînement, mais un gros moment où enfin, la préparation mentale, l'imagerie Exactement. mentale, projection du combat, C'est etc. ça. J'essaye de mettre beaucoup de temps et d'énergie là-dessus. Et par contre, tous les side projects, à un moment donné, quand j'arrive en phase ben, d'un moment important, je peux plus courir sur différents chevaux. Donc, j'adore avoir différents projets, mais avec l'expérience, maintenant, je sais que quand j'arrive à l'approche d'un point important, là, on reste focus que sur celui-là. À quelle période, à peu près, combien de temps avant le combat, tu commences à réduire un petit peu l'activité et Ça dépend de focuser l'enjeu uniquement du sur. combat, tu vois. J'ai eu un combat de préparation il y a quelques mois
où tu vois, j'ai dû arrêter tout ça une semaine avant. Ok. Après, là, par exemple, j'ai un championnat du monde, j'essaye de faire le vide presque un mois avant. Après, j'ai encore un petit peu de choses, mais ça reste ça reste cool, quoi. Ouais, parce que là, le combat qui arrive le 8 février, euh, t'es toujours, enfin, t'es le champion du monde en titre. Lui aussi, parce qu'en fait, c'est une Ok. réunification, une unification de deux titres, donc c'est champion vs champion, quoi. Ok, donc ça veut dire kickboxing, il y a combien de catégories constituées un petit peu? Parce que là, du coup, il y a unification donc, de 2 ceintures. Bah, il y a trois ceintures qui sont reconnues par le ministère des Ok. Sports. Après, il y en a plein d'autres, hein, Ouais. mais qui sont pas reconnues. Ok, ça veut dire là, en gros, celui qui gagne, il récupère la ceinture en face, il en C'est a ça. deux. Ok. Et du coup, ça serait une septième Ça- couronne, septième Exactement. ceinture. Faudrait que je vois aussi, d'ailleurs, pour la billetterie, il faudrait que je vois Bien pour sûr. récupérer 2-3 places là, et passer de voir. Je rappelle le 8 février, où est-ce qu'on est? Enfin, c'est quel gymnase? Donc, c'est pas dans un gymnase. Pas quel gymnase? Non, mais t'as raison. Quelle salle? Quelle salle? Beaucoup de combats sont dans des gymnases. Et comme on a décidé de les produire avec mon équipe depuis maintenant quelques années, et que justement l'idée c'est de démocratiser le sport, on va toujours essayer d'aller vers des lieux qui vont aider cette démocratisation. Et du coup, on le fait dans un endroit assez incroyable, c'est le Grand Palais éphémère, Ok, qui est parce que pas j'ai du vu tout que un tu avais fait gymnase. aussi l'hôtel Le Crillon. T'avais, enfin, quelle autre superbes adresses comme ça t'as pu faire Bah, la plus belle, c'est celui-là, c'est le Grand Palais, parce que Ouais. c'est RMN, c'est des musées nationaux. C'est face à la Tour Eiffel, face au Champ de Mars. Après, j'ai fait dans un cirque qui était un cirque haut de gamme qui s'appelait le Cirque Phoenix, qui était très original et très sympa. J'ai fait au Country Club dans un plus petit espace parce que c'était pendant le Covid. J'ai fait au Palais des Sports, ça c'est plus classique. Au Crillon, c'était pas un combat, mais j'ai fait on va dire des démonstrations de boxe. Et voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, tu vois, tu rentres un peu dans le détail aussi de qu'est-ce que c'est ta vision 360, comment on gère du coup un événement comme celui-là. Pourquoi, selon toi, on n'investit pas assez dans les combats? Parce que tu l'évoquais du coup, ta capacité à tout centraliser. Bah, tout simplement, en fait, parce qu'il n'y a pas eu une envie de la part des différents médias existants de mettre en avant ce sport. Et en fait, quand un sport n'est pas suffisamment mis en avant, bah, il y a moins d'attrait pour lui. Et du coup, qui dit moins d'attrait, bah, dit que l'écosystème financier il est plus faible parce qu'il y a moins de sponsors, il y a moins d'engouement, quoi. Donc je dirais que c'est une... Alors soit ça peut être politique, je sais pas, tu vois, si c'est politique ou plus médiatique, mais en tout cas, l'un ou l'autre a un impact sur la médiatisation de ce sport. Ok, et tu penses que tu arrives à centraliser comme tu voulais justement Alors, cette médiatisation sur ton sport à toi? bien sûr, alors tu vois par exemple, le combat sera retransmis en direct sur RMC, et et ça fait depuis le Covid, donc ça fait depuis 2022, 2021, Hmm. pardon, ou 2020, qu'il n'y a plus de kickboxing, tu vois, sur RMC, à part mes combats. Ok. Et du coup, bah, ça me fait de la peine parce que, bon, c'est flatteur, hein, Oui, c'est centralisé sur toi, mais c'est comme tu l'as dit, flatteur. tu veux Mais en démocratiser même l'accès. temps, c'est dommage parce que j'aimerais qu'il y en ait plus, j'aimerais qu'il y ait d'autres chaînes, j'aimerais qu'il y ait, voilà. Et c'est vrai que c'est pas suffisamment mis en avant. Ok. Toi, si on devait aborder un petit peu l'après-carrière, enfin, comment tu te vois, toi, au moment où tu arrêtes ta carrière? Parce que je pense qu'en tant qu'athlète de haut niveau, bah, cette adrénaline, voilà, ces objectifs fous que vous avez à chaque fois, que ce soit pour la pesée, pour le combat, toute la préparation mentale qu'il y a derrière tout ça, tout ça disparaît. Est-ce que toi, tu es préparé à ça? Ouais, je pense que je suis préparé parce que j'ai déjà eu la chance de faire et d'avoir commencé à amorcer pas mal de projets autour. Donc je pense que je serai prêt. Après, je ne le saurai que quand je le vivrai. Tu vois, Ouais, ouais, c'est toujours si j'ai compliqué. le blues d'être moins sous le feu des projecteurs, etc., ça, je sais pas comment ça réagira dans mon corps, mais en tout cas, je pense que j'ai préparé quand même le terrain. Oui, avec les projets que tu m'as cités
plus tôt. Est-ce que après ce combat-là, il y a quelque chose que tu prépares en termes de projet que tu pourrais évoquer là sur l'épisode Bah, je suis sur un beau projet entrepreneurial de la création d'une belle salle de sport un peu haut de gamme, plutôt autour de la boxe. Ok. Dans quel quartier constitue de Paris, par Ouais, ce exemple? sera dans l'ouest parisien, Ok. dans Paris. Quel conseil, toi, tu donnerais aux petits, aux jeunes, aux moins jeunes, en tout cas les plus jeunes que toi? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, aux futurs grands du sport? Le conseil que je pourrais leur donner, c'est de continuer de travailler et si c'est des athlètes et des champions à en devenir, bah, de se dire de toujours garder le côté, l'envie comme s'ils étaient challengers, tu vois, pour continuer de travailler autant que quand ils ont travaillé pour devenir ce qu'ils ont rêvé de devenir, Hmm. le jour où ils le deviennent, pour Ouais. maintenir un peu comme à l'exemple d'un mec comme Ronaldo. Talentueux, mais à côté le travail. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, toi, pour ton combat le 8 février? Bah, tu peux me souhaiter une belle victoire. Ouais. Et tu peux me souhaiter de, de libérer tout mon potentiel et d'oser faire ce que j'ai envie de faire. Ok. Merci à toi, Cyril, Merci Arthur. pour cet épisode. Merci à toi de nous avoir détaillé un petit peu ta vision de la boxe, l'entrepreneuriat, le scolaire aussi, qui a été une part très importante et qui l'est encore actuellement pour toi. Et j'espère du coup te voir boxer et pouvoir échanger à l'avenir Avec avec toi plaisir. sur des projets communs. Top. Merci à vous la famille et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.